Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 5 septembre 2025 et nos amis, le colonel Larry Wilkerson et Larry C. Johnson, sont de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau. Salut, c'est le jour des chemises. Le colonel Wilkerson fait encore sensation, comme d'habitude. Brillant, oui. Je vais essayer de trouver un décor qui ressemble à Waikiki, ou encore mieux à Waimea Bay. Oui, bon. Colonel, avant que nous commencions la discussion, vous avez mentionné quelque chose que vous aviez dit lors de l'émission du juge Knapp. Quel était le point que vous essayez de faire valoir? Je tiens à présenter mes excuses à vos auditeurs, à ceux du juge et à d'autres, d'avoir tiré des conclusions hâtives sur la base d'une seule source que j'avais consultée, selon lesquelles l'Assemblée générale de l'ONU aurait pris une décision similaire à celle de 1988 concernant Yasser Arafat. Se déplacer à Genève pour les séances d'ouverture et permettre aux Palestiniens de participer, ce que nous devrions faire. Mais j'ai ensuite appris qu'il s'agissait d'un faux semblant et que ce n'était pas vrai. Cela pourrait encore arriver, mais je ne le pense pas avec ce secrétaire général, car fondamentalement, c'est un lâche. Commençons donc par... Colonel, que s'est-il passé avec Donald Trump à la suite du sommet de l'OCS? Voici ce qu'il a publié sur Truth Social il y a seulement 3 heures. On dirait que nous avons perdu l'Inde et la Russie au profit de la Chine la plus profonde et la plus sombre. Puissent-ils avoir un long et prospère avenir ensemble? Donald Trump. Selon vous, comment se sent-il quand on regarde Donald Trump et son administration? À votre avis, quel est son état d'esprit en ce moment? Lequel? Vous, colonel, je vous pose la question. Eh bien, je veux dire tant mieux pour Donald Trump, car je peux presque lui assurer qu'à part notre éventuel recours aux armes nucléaires, ils auront un avenir chaleureux et prospère. Triste à dire, je ne peux pas assurer à Donald Trump que le pays qu'il a autrefois représenté connaîtra un tel avenir. Je pense que si c'est le cas, si c'est ainsi qu'il essaye de nous le présenter, il estime que la Russie et l'Inde sont désormais d'une certaine manière plus proches de la Chine. Alors que fait-il pour éviter cela? Que fait-il pour améliorer la relation entre les États-Unis et ces pays, Larry? Eh bien, rien. Je veux dire, c'est un enfant capricieux, non? Tu sais, dans ta conversation avec Alex Cranor hier, et Alex, je le trouve super, c'est un ami, mais je pense qu'il accorde beaucoup trop le bénéfice du doute à Donald Trump, qu'il comprend vraiment ce qu'il fait. Je ne pense pas que ce soit le cas, parce que ce genre de commentaire est tellement gratuit. Qu'est-ce que ça apporte? Ce commentaire est-il censé favoriser une relation plus étroite avec la Russie, l'Inde et la Chine? C'est tout le contraire. Ces remarques me rappellent un adolescent, garçon ou fille, peu importe, qui vient de rompre avec son petit ami ou sa petite amie. Et maintenant que ce petit ami ou cette petite amie sort avec quelqu'un d'autre, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est lancer des remarques acerbes. Ah, tu sais, c'était la meilleure chose de ta vie, et maintenant tu vas continuer et, tu vois, maudire les deux, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça apporte? Rien. Mais tout le fondement, appelons-le idéologique, de la politique néoconservatrice envers la Chine au cours des 20 dernières années a reposé sur le fait de maintenir la Russie et la Chine séparées et d'utiliser la Russie comme un bélier, comme un coin, quelque chose, tu sais, nous pouvons détruire la Russie, nous pouvons la démanteler, mais en fin de compte, la cible, c'est la Chine. Et peut-être que c'est là que je pourrais dire que cela fait 10 ans. Mais Trump tombe dans ce piège. Au lieu de dire « Hey, essayons de trouver un moyen de tous
travailler ensemble. Je veux dire, pour être vraiment le président de la paix, ce n'est pas ce qu'il fait. Il lance essentiellement des insultes bon marché et puériles à ces pays. Et vous savez, la réaction de Poutine à la précédente vérité, c'est comme ça que Trump les appelle, des vérités. Vous savez, celles où il disait qu'ils conspiraient tous contre les États-Unis. Poutine a juste dit « Ah, ce Trump, c'est un rigolo ». Vous voyez, c'était juste sa tentative d'humour. Ils ont simplement balayé ça d'un revers de main. Oui, il a dit qu'il conspire. Allez-y, colonel. J'allais justement ajouter que je suis d'accord avec ce que Larry vient de dire. Je voudrais simplement ajouter qu'il aurait dû inclure plus de personnes dans cette salutation. Il y avait 10 pays présents, ainsi que des observateurs comme l'Afghanistan. Ils sont tous dans une meilleure situation. Ils sont tous dans une meilleure situation que nous en ce moment. Et notre situation se détériore rapidement. Donc, tu aurais dû adresser tes félicitations, si l'on peut dire, à tous ces pays, du Kirghizistan au Pakistan, en passant par la Mongolie et l'Afghanistan, qui sont des aspirants, la Biélorussie, toute la panoplie des membres de l'OCS. Il semble, colonel, que ce soit en réalité bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Car si l'on regarde l'Inde, pensez-vous que l'agenda envers l'Inde, la politique de l'administration Trump à l'égard de l'Inde, soit d'une certaine manière complexe, liée à la politique tarifaire, ou bien est-ce uniquement une question liée à l'affaire ukrainienne? Je n'ai pas l'impression que tout tourne autour de l'affaire ukrainienne. Qu'en pensez-vous? Mon point de vue personnel, c'est que j'ai presque abandonné l'idée d'essayer de me mettre dans la tête de Trump. Je veux dire, c'est tout simplement trop confus. Si je pouvais y entrer, je voudrais en sortir immédiatement, j'en suis sûr. Je pense que tout tourne autour de la Russie, et je pense qu'il considère que l'Inde a été déloyale, si l'on veut, parce qu'elle refuse de se détacher du pétrole russe, et qu'elle refuse aussi, on me dit maintenant, même la marine se rapprochait, aussi lentement que nécessaire, parce que Delhi n'aimait pas trop ça, de la marine américaine, parce qu'il préfère franchement naviguer avec la marine américaine dans l'océan Indien. Ils adorent la marine américaine dans l'océan Indien. Du moins, c'est ce que me disent tous les marins que je connais, qu'ils soient aviateurs ou combattants de surface ou autres. C'est une relation très étroite dans un environnement océanique très difficile et immense. Maintenant, ils reviennent même à leur position d'avant. Et donc la Russie nous a pris de vitesse, si l'on veut, en ce qui concerne l'Inde. Et je pense que cela met Trump très en colère. Larry, il semble que l'administration Trump soit divisée en différents clans et que ces clans ne s'entraident pas. La communication entre ces groupes n'est pas très bonne. Penses-tu qu'au final, Donald Trump lui-même soit à l'origine de l'une des décisions les plus importantes concernant la Russie et la Chine dans le dossier ukrainien? Votre question suppose que Trump réfléchit réellement de manière stratégique. J'ai des amis et nous ne sommes pas d'accord sur ce point. L'un d'eux pense que Trump a en fait un plan, qu'il suit ce plan et qu'il sait ce qu'il fait. Je ne le pense pas. C'est très émotionnel. Vous savez, il suffit de regarder ce qu'il dit. L'autre jour, il critiquait la Russie, l'Inde et la Chine. Mais en même temps, il parlait d'eux comme s'ils étaient de grands amis à lui. Oh, ils ne peuvent que m'apprécier. Et vous savez, il y a aussi tous ces propos ignorants que Trump tient et qui montrent qu'il ne comprend rien à l'histoire. Par exemple, en ce qui concerne l'Inde et le Pakistan, Trump ne comprend pas la longue relation que les États-Unis entretiennent avec le Pakistan, notamment à travers la CIA et l'ISI, qui remonte à plus de 65 ans.
avec la base des U-2 située au Pakistan, et le Pakistan jouant toujours un rôle très important dans les opérations clandestines de la CIA, d'abord pendant la guerre en Afghanistan dans les années 80. Puis à nouveau, lorsque nous sommes retournés en guerre en Afghanistan après 2001. Sans comprendre cela, il est important de noter que l'Inde, tout au long de cette période, avait cherché à établir une relation avec l'ex-Union soviétique. Elle souhaitait entretenir des relations amicales avec l'Occident. Mais c'est avec l'Union soviétique qu'elle avait réellement une relation stratégique. Ou bien la remarque de Trump l'autre jour sur tout le sang et les sacrifices consentis par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale pour vaincre les Japonais. Encore une fois, en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, voici les faits. La Seconde Guerre mondiale a commencé pour la Chine en 1938, lorsque les Japonais ont commencé à attaquer et les États-Unis n'ont absolument rien fait pour dénoncer ou protester contre ce que le Japon faisait aux Chinois, premièrement. Deuxièmement, 70% des forces militaires japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale se trouvaient en Chine. Elles n'étaient pas dans le Pacifique, elles étaient en Chine. Ainsi, la Chine combattait 70 ans, bien plus des 2/3 de l'armée japonaise. Et par conséquent, alors que les marines, soldats et marins américains dans le théâtre du Pacifique, 110 000 membres du personnel militaire américain sont morts dans le Pacifique entre janvier 1942 et août 1945, les Chinois ont perdu 3,5 millions de personnes. Donc évidemment, la capacité des Chinois à immobiliser la majeure partie des forces japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale est en réalité ce qui a permis aux États-Unis de l'emporter. En fait, c'est nous qui aurions dû remercier les Chinois, et non l'inverse. Mais encore une fois, cela revient à l'ignorance de Trump, à son manque de curiosité, et au fait qu'il a acquis ses connaissances sur la guerre du Pacifique en regardant John Wayne dans Sands of Iwo Jima. Je voudrais simplement ajouter que la plupart des Américains, je suis désolé de le dire, sont probablement dans la même situation que celle que Larry vient d'attribuer à Trump. Maintenant, je reconnais que c'est seulement parce que Chiang Kai-shek et ses forces ont probablement infligé le plus de dégâts aux Japonais, car les gens de la Longue Marche, ceux qui ont finalement triomphé en Chine, évitaient les combats quand ils le pouvaient, parce qu'ils voulaient conserver leur force pour la lutte en Chine, une motivation compréhensible pour un groupe de guérilla. Mais tout de même, comme l'a dit Larry, la Chine a fait énormément de choses qui ont rendu notre guerre dans le Pacifique beaucoup plus facile, tout comme les Russes l'ont fait sur le front occidental. Et les Américains doivent se réveiller. Cela ne sert à rien de connaître une version patriotique de l'histoire qui est un mensonge éhonté. Oui, et en plus de cela, encore une fois, ça nous ramène à l'histoire. Mais qui approvisionnait la Chine? Qui était le principal fournisseur de la Chine pour lui permettre de rester dans la course sur le plan militaire? C'était les Soviétiques, les Russes. Donc, notre incapacité à comprendre l'histoire et à apprécier ses relations avec ces pays remonte, vous savez, à très longtemps. Et encore une fois, nous ne tenons pas compte de cela. Colonel, nous avons vu Kaja Kallas déclarer qu'elle pense que la Russie et la Chine estiment avoir gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est tout de même incroyable qu'elles ne connaissent même pas l'histoire de ce qui s'est passé et qu'elle essaye de la réécrire ou de la manipuler. Qui va croire ça? Est-ce qu'elle vise un public particulier? Et qui, pardon, j'ai raté de qui vous parliez? Kaja Kallas. Elle est européenne. Kaja Kallas. Oh, j'ai compris. L'européenne, oui. J'ai compris. J'essayais de savoir si tu parlais d'Ursula ou... Non, Kaja Kallas.
Eh bien, tu sais, nous avons tous nos mythes. Et nous avons tous, en particulier, nos mythes nationaux. Et une grande partie de l'histoire de l'Amérique est un mythe. Et c'est pas aussi grave que ça en a l'air si tu penses que les mythes se résument à des mensonges, parce que tout le monde a un mythe national. Je parierais que chaque pays, d'une manière ou d'une autre, a un mythe national. Ce mythe, c'est ce à quoi tu te réfères quand tu as des problèmes, et surtout des problèmes de conscience. Et quand tu as des problèmes de sécurité, tu retournes tes mythes. Tu retournes à ce mythe. C'est quelque chose de très puissant dans l'histoire. Mais si vous contaminez ce mythe au point que les autres vous regardent, comme c'est le cas actuellement, comme un paria dont le seul but dans la vie est de leur rendre la vie misérable, ou même de les tuer par le biais de sanctions ou d'actions militaires, comme ce qui s'est passé récemment en haute mer, contre toutes les foutues parties du droit international qui existent encore, au large du Venezuela, alors votre mythe commence à être contaminé. Plus votre mythe est fondé sur des mensonges, et un mythe et un mensonge ne sont pas la même chose, mais plus votre mythe national repose sur des mensonges, et plus les autres l'intuitent ou le savent grâce à leurs propres recherches et études. Les gens ne sont pas stupides dans les autres pays. Invariablement, ils sont plus intelligents que nous de nos jours. Plus votre position dans le monde par rapport à eux est mauvaise, et finalement par rapport à vous-même, plus c'est difficile. Don Grazer vient de publier un article avec lequel je suis entièrement d'accord. Il y a 15 ans, je n'aurais pas dit cela. Il est, je crois, au Stimson. Et dans son article, il soutient que la Chine n'a aucun intérêt à recourir à la force contre Taïwan, et que c'est nous qui affirmons le contraire. C'est tout à fait exact. Et je ne l'aurais pas dit il y a 10 ou 15 ans, quand je simulais ce scénario pratiquement chaque année avec tous les collèges interarmés de guerre. La raison est simple. La Chine est en train de gagner, et il n'y a aucune raison pour qu'elle veuille mettre en péril cette victoire avec une guerre qui pourrait entraîner ce que je pense être en partie l'objet de l'OCS, provoquer l'utilisation d'armes nucléaires par un empire mourant. Parce que personne ne gagnerait cela, ni les Chinois, probablement pas le monde non plus. Donc ils ne veulent pas de guerre. C'est un peu comme Poutine, mais dans un contexte différent. Il est en train de gagner. Il veut pas de cessez-le-feu. Il veut achever la destruction de la capacité militaire ukrainienne à faire la guerre, définitivement. Il veut que ce soit fait. Et il veut que les nazis disparaissent, ainsi que quelques autres choses. La Chine est dans une situation similaire. Elle ne mène pas de guerre, à moins que l'on considère la situation économique comme une guerre. Mais elle est en train de gagner. Et pourquoi voudrait-on faire la guerre à propos de Taïwan quand on est en train de gagner? Parce qu'inévitablement, comme l'a dit Sun Tzu, Taïwan fera matériellement partie de la Chine. Larry, que pouvons-nous apprendre de Washington? À mon avis, il doit y avoir une grande discussion sur l'avenir des États-Unis. Comment veulent-ils que les États-Unis soient dans un avenir proche? Vont-ils continuer avec ce genre de conflit politique et militaire avec la Russie, la Chine, l'Iran et le Venezuela? Et que se passe-t-il? Beaucoup de gens soutiennent que le cas du Venezuela est une sorte de faux drapeau et une distraction par rapport à ce qui se passe avec les dossiers Epstein. Mais quel est ton avis là-dessus? J'admire ton optimisme à croire que quelqu'un réfléchit à l'avenir et adopte une pensée stratégique. Je ne vois aucune trace de compréhension stratégique. C'est vraiment un système réactif qui répond souvent à ce qui fait l'actualité. Eh bien, il y a deux choses. Il y a effectivement cette bureaucratie de l'État profond, et elle ne se limite pas au gouvernement, car elle est aussi liée à l'industrie de la défense, aux médias, mais chacun poursuit ses propres objectifs. Maintenant, je suis sûr que Trump n'est pas consulté à ce sujet. Et au fond, peu importe qui est président, le système continue simplement d'avancer.
doesn't matter who's president, it's just sort of rolling forward. Again, I'm still not sure though it's a strategic vision. Encore une fois, je ne suis toujours pas certain qu'il s'agisse vraiment d'une vision stratégique. Parce que si l'on réfléchit en termes de stratégie, on aurait une industrie de défense qui produirait réellement des systèmes d'armes pertinents, qui ne seraient pas terriblement coûteux et presque impossibles à remplacer. Je pense qu'il existe un noyau dur déterminé à démanteler la Russie, c'est toujours l'objectif numéro 1, puis à s'attaquer à la Chine ensuite. C'est à peu près tout. Maintenant, il y a des éléments intéressants, je dirais circonstanciels, qui vont dans ce sens. Savez-vous quelle est la taille de l'ambassade américaine en Arménie? L'Arménie est un tout petit pays, je veux dire 2,8 millions d'habitants. Aucun manque de respect envers les Arméniens, d'accord? Mais comme la Géorgie compte moins de 3 millions d'habitants. Donc la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Arménie possède l'ambassade américaine la plus importante au monde en proportion de sa population. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que le nombre de diplomates américains dans cette ambassade est de 14,3 pour 100 000 habitants en Arménie. Quoi? 400? Vous plaisantez? Et pourtant, il faut se demander, mais que font-ils là-bas? Eh bien, je vous garantis, et ce n'est basé sur aucune information classifiée que j'aurais reçue, mais simplement sur une analyse, je vous garantis qu'il y a une présence de la CIA là-bas. L'une de leurs missions est de cibler la Russie et l'autre de cibler l'Iran. C'est pour cela que vous avez une ambassade aussi grande avec autant d'Américains. Donc, on en revient au fait qu'au lieu que Trump arrive et définisse vraiment l'orientation de la politique étrangère, celle-ci est fixée pour lui dans beaucoup de ces domaines cruciaux. Revenez en arrière et demandez-vous, à quel moment le consensus aux États-Unis a-t-il soudainement changé pour devenir aussi anti-chinois? Parce que ce n'était pas le cas il y a 20 ou 25 ans. Mais, vous savez, quelque part entre George W. Bush et Barack Obama, tout à coup c'est devenu « il faut arrêter la Chine » et la Chine essaye de prendre Taïwan. Après la place Tiananmen, c'était en 90-91, je me souviens que la réaction en Amérique à l'époque était plutôt un choc, mais cela n'a même pas suffi à transformer la situation en ce qu'elle est aujourd'hui, avec ses commentaires habituels du genre « Oh, vous allez faire la guerre à la Chine, et la Chine est un ennemi ». Toute l'attitude est devenue une attitude de confrontation envers la Chine. Donc, cela ne me montre aucun type de réflexion stratégique. J'ajouterais simplement que l'ambassade à Beyrouth correspond à la même description. Vraiment la même description. Mais c'est pour protéger les vraies personnes qui y travaillent. Je pense que le Sud est très important pour la Russie. Aujourd'hui, il y a un forum appelé le Forum économique oriental, et Poutine a parlé des principales préoccupations de la Russie. On lui a posé des questions sur l'Est et l'Ouest du pays, et il a répondu qu'il ne s'agissait pas seulement de l'Est et de l'Ouest, mais aussi du Sud. La Russie est très préoccupée par ce qui s'y passe. Je crois qu'il fait référence à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan, qui faisaient partie du sommet de l'OCS. Qu'en penses-tu, Larry? Colonel, Larry a mentionné l'ambassade américaine en Arménie. Comment voyez-vous ces deux pays? Pensez-vous qu'ils seront assez imprudents pour s'engager dans une direction qui a mené l'Ukraine là où elle en est aujourd'hui? Probablement en fonction de l'argent qu'ils reçoivent et de qui le leur donne, du moins au début. Ensuite, ce sera l'intérêt national, s'ils ont un peu de bon sens. Cela me rappelle le livre de Hugh Pope, Sons of the Conquerors. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou non, mais il était un simple linguiste, entre autres choses, et un grand voyageur. Le livre porte essentiellement sur la parenté des langues d'origine turcique.
Il est aussi linguiste, depuis à peu près Ankara jusqu'à la province du Xinjiang. Et il explique comment, au fil de l'histoire, pendant 2 ou 3 000 ans, on pouvait faire du commerce et des affaires assez librement et efficacement dans toute cette région, parce que tout le monde se comprenait fondamentalement. Ils pouvaient parler des langues différentes dans le livre, mais ils se comprenaient parce qu'elles étaient toutes d'origine turcique. Eh bien, dans ce livre, le point central, c'était environ 16 pages de photographie. Et l'une de ces photographies montre des parachutistes américains avec la légende suivante, atterrissage près de la mer Caspienne. Et en dessous, il est écrit, l'armée américaine, pour la première fois à notre connaissance dans l'histoire, débarque en Asie centrale. J'ai noté dans la marge un moment historique, car c'est le premier effort pour ralentir le déplacement du pouvoir de l'Ouest vers l'Est. Et bien sûr, c'est un endroit très stratégique, car à cette époque, et des experts pétroliers me disent que c'est toujours vrai, il y a sous la Caspienne suffisamment de pétrole et de méthane pour alimenter l'Asie centrale et une grande partie de la Chine en besoins énergétiques pour les 100 prochaines années. Cela ne dit rien sur le changement climatique, mais c'est une région du monde extrêmement importante. Et ceux qui vont contrôler cela sont ceux qui comprennent fondamentalement cette importance, mais surtout qui ont les moyens et l'habileté stratégique pour le faire. Et comme Larry vient de le dire, ce n'est pas l'Empire. Larry, voici l'un des résultats, l'un des points principaux et importants du sommet de l'OCS, qui était ce gazoduc. J'ai appris hier qu'Andrei Martianov a mentionné qu'un 3e gazoduc est en construction entre la Russie et la Chine. Et ce qui s'est passé sur Fox News, c'est qu'ils l'ont rapporté de cette façon. Voici comment Fox News parle du gazoduc. Poutine est en train de construire un grand vieux pipeline vers la Chine. Il devrait être terminé la prochaine décennie et fournir 15% de l'énergie de la Chine. La Russie et la Chine se rapprochent. Quelqu'un devra peut-être le bombarder. William Hearst, comment s'appelait-il? William Randolph Hearst. Oui, Citizen Kane. Il est de retour. Il porte l'uniforme de Fox. Tu sais, Jesse Waters est un idiot, pour rester poli. Le monde est en train de laisser les États-Unis derrière. La Chine nous dépasse technologiquement. Tu sais, si tu avais ce passage de Trump l'autre jour où il disait « Oh, nous sommes les plus grands, nous sommes les meilleurs, il n'y a pas d'autres pays. Oh, nous sommes tellement formidables. » Et c'est comme, mec, si les États-Unis sont si géniaux, pourquoi as-tu dû compter sur la Russie pendant 20 ans pour t'emmener à la station spatiale? Nous avons perdu la capacité de lancer des fusées, capables de transporter des astronautes jusqu'à la station spatiale et de les ramener rapidement. Maintenant, on célèbre. Oh oui, on les a ramenés, parce qu'Elon Musk a développé cette capacité. Oh, il est sud-africain, la dernière fois que j'ai vérifié. Donc cette illusion constante que l'Amérique est la plus grande, la meilleure, et le fait d'ignorer ce qui se passe en Chine, ils ont construit le plus haut pont du monde en très peu de temps. Ils ont des trains à grande vitesse qui relient leurs villes. Ce n'est pas seulement une ville magnifique, ils ont plusieurs villes magnifiques qui sont tout simplement incroyables, tant par leur beauté que par leur taille. Et au lieu de nous réveiller et de nous dire « Vous savez quoi ? Les Chinois ont opéré une transformation au cours des 50 dernières années. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans l'histoire qui soit comparable. » Notre refus de l'accepter et de le reconnaître pour ce qu'il est, un véritable génie, fait qu'au lieu de cela, nous continuons à le dénigrer.
Instead, we continue to disparage it. And yeah, Mao Zedong killed a lot of people. They've got some bad things. Mao Zedong a tué beaucoup de gens. Ils ont fait des choses terribles. Mais nous aussi, nous avons des choses honteuses dans notre histoire. On préfère simplement les dissimuler et les ignorer. Vous savez, ce n'étaient pas les Chinois qui sont venus ici. Et quand il s'agissait de justifier le massacre des tribus amérindiennes, c'était nous. Donc au lieu de ressasser le passé pour savoir qui a été le pire, regardons où nous en sommes aujourd'hui. Qui fait quoi? Et les Chinois avancent très vite. Ils ne s'arrêtent pas dans la construction d'une société où l'alphabétisation est désormais universelle. Les États-Unis l'étaient autrefois. Nous sommes maintenant à 69% d'alphabétisation. Donc, je regarde cette sorte de mesquinerie et d'infantilisme de la part de Donald Trump, et franchement, je pense qu'il nous mène dans la mauvaise direction. Colonel, comment avez-vous trouvé le défilé militaire chinois, et quelle en était l'importance? Veulent-ils vraiment? Parce que, lorsqu'on regarde les médias traditionnels en Occident, il semble qu'ils considèrent la Chine comme une menace. Mais le message du dirigeant chinois, du président chinois, était que nous devons choisir entre la guerre et la paix, entre la coopération et la confrontation. Il n'a rien dit à propos de nouveaux conflits ou d'une guerre avec les États-Unis ou tout autre pays. Il s'agit uniquement de leur capacité de défense. Et voici ce qu'a déclaré l'ambassadrice américaine auprès de l'OTAN sur Fox News. Ces autres pays sont obligés de réagir. Et vous savez, la Chine, je tiens à le souligner, la plupart des équipements militaires qu'ils ont présentés lors de ce défilé étaient des technologies très probablement volées aux États-Unis ou à nos alliés. Et vous savez, ils ne pourraient pas affronter les États-Unis même s'ils essayaient. Nous sommes la seule superpuissance mondiale, avec la plus grande et la plus forte économie. Et c'est ce que nous devons continuer à être. Nous devons continuer à investir dans notre défense, et nous devons aussi nous assurer de continuer à protéger le rêve américain et le... Pourquoi ce Wing-Azin and Need doivent se battre contre la Chine? Eh bien, c'est totalement absurde ce qu'il vient de dire. Et j'ai honte qu'il soit notre ambassadeur là-bas. Vraiment, j'ai honte. Et permettez-moi d'ajouter à ce que disait Larry, avec qui je suis d'accord. Mais il est également vrai que de Dushanbe à Samarcande, on dirait que les meilleurs hôtels du monde se trouvent désormais dans ces villes, par exemple. Peu m'importe qu'ils aient des dirigeants autoritaires ou non, les progrès qu'ils réalisent sont éblouissants. Et, à terme, il est probable que la population en bénéficiera un peu plus. Je n'en suis pas certain, mais je l'espère. Mais cela se produit dans toute l'Asie centrale. La force motrice derrière cela, c'est la Chine. Et tu as tout à fait raison. Ils ne veulent absolument pas de guerre. Pourquoi diable la première économie du monde? Soyons clairs, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Je peux te donner une centaine de paramètres différents qui le prouvent. Tout. Depuis 1 million de bornes de recharge en Chine, contre un 60e de cela aux États-Unis. Je pourrais, comme l'a dit Larry, parler du train à grande vitesse dont nous ne disposons pas, alors qu'il relie presque toutes les villes importantes en Chine. Les gens peuvent y monter, profiter d'un trajet confortable, d'un bon repas, arriver à destination et revenir en quoi? Un tiers du temps qu'il nous faut pour aller de Washington à New York, puis à Boston, même avec un Amtrak à cela délabré. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je le prends. Ils ne peuvent même pas atteindre la vitesse maximale parce que la voie ferrée est en si mauvais état. Ce serait dangereux de le faire. Il faut que nous nous réveillions et que nous sentions l'odeur du café dans la cuisine et celle des roses sous la fenêtre. Elles viennent de Chine, pas de ce que nous faisons ici. Et je vais le dire très franchement. Quand on doit protester aussi vigoureusement contre la domination américaine, il faut regarder où l'on met les pieds et où l'on s'assoit,
car cette domination n'existe pas. Yeah. I just posted Oui, je viens de poster dans le chat pour toi. put a video in there. Nima, j'ai mis une vidéo de YouTube qui compare les parades chinoises et russes. La parade du 9 mai en Russie, celle du 3 septembre en Chine, avec ce fiasco du 4 juillet organisé par Trump. Ce que l'on remarque dans les armées chinoises et russes, c'est l'attention portée aux détails, où la chaîne de commandement a clairement décidé que du haut en bas, tout le monde défilerait avec précision. Ils allaient être habillés de façon appropriée. Tout serait parfaitement astiqué. Et il ne s'agit pas d'un groupe de 25 ou 50 personnes. Il y avait littéralement probablement plus de 10 000 personnes en Chine l'autre jour et plus de 5 000 en Russie le 9 mai. Et donc, quand on regarde ce qui tenait lieu de défilés militaires américains, ils marchaient complètement désynchronisés. C'est A close order drill. They were walking out of step. They were the uniforms were, les uniformes étaient, vous savez, ils n'avaient même pas d'uniforme de cérémonie. Ils portaient leur treillis, et plusieurs étaient en surpoids. Voilà ce que nous sommes devenus. Une blague. Et vous dites, eh bien, quelle est l'importance de faire en sorte que tout le monde puisse s'aligner et défiler à l'unisson? C'était pas juste défiler. C'était chorégraphié, un peu comme monter un spectacle à Broadway où les danseurs doivent exécuter certains mouvements. Et les mouvements que faisaient les soldats en marchant, cette jambe tendue façon pas de loi, en avant, pause, en avant, pause. Allez donc dans votre allée ou dehors et essayez ça. Voyez ce que vous pouvez faire pendant 5 minutes. C'est épuisant, vraiment. Donc c'est juste une preuve de plus, si vous voulez, que la Russie et la Chine s'en soucient réellement. Les États-Unis, nous non. United States, we don't. Permets-moi d'ajouter à cela, Nima, j'ai reçu un message d'un ami en Pologne qui m'a dit « Nous recevons des chars Abrams » ou « Nous avons des chars Abrams », je ne me souviens plus exactement. Mais il m'a demandé « Qu'est-ce que tu sais à ce sujet ?» Et je lui ai répondu « Eh bien, avez-vous ou allez-vous recevoir des camions-citernes de 5000 gallons ou au moins de 2500 gallons ?» Parce qu'il faut un camion-citerne de 5000 gallons pour accompagner chaque paire d'Abrams. C'est la quantité de carburant qu'il consomme. Il a été choqué. « Tu plaisantes ?» J'ai répondu « Non, c'est vraiment ce qu'il consomme. » Nous avons réquisitionné tous les camions-citernes de 2500 et 5000 gallons que nous pouvions. Les Japonais nous ont beaucoup aidés pour pouvoir effectuer ce déplacement dans le désert lors de la première guerre d'Irak. Sinon, nous n'aurions pas pu y aller. J'ai dit alors, si vous allez vous battre, c'est bien la Pologne, non? Si vous allez vous battre dans le désert contre une force blindée irakienne, et que vous avez une portée supérieure de 1000 mètres, c'est-à-dire que lorsque vous les atteignez à 3000 mètres, vous pouvez les détruire, et eux doivent s'approcher à moins de 2000 mètres pour vous atteindre. Et de toute façon, ils sont pas très doués pour ça. Vous êtes en difficulté. Si vous avez ce genre de scénario, où est le désert en Pologne? Donc vous voyez, ce qui est une arnaque pour l'un est une aubaine pour l'autre, j'imagine. Mais en ce qui concerne l'équipement militaire, la plupart de nos matériels deviennent des arnaques. Larry, voici la vidéo dont tu parlais. I mean, look at the U.S. on the right. Just Je veux dire, regardez les États-Unis à droite. Juste, yeah. I mean, it's just oui.
Je veux dire, cela reflète simplement une attention aux détails de la part des dirigeants militaires en Russie et en Chine, et un manque d'attention aux détails de la part des officiers de l'armée américaine, du corps des marines, etc. Vous savez, j'écoutais Doug McGregor raconter une histoire sur son passage en tant que cadet à West Point, et un gars qui est ensuite devenu, il est connu sous le nom de George de la Jungle, le général Julwan. Et oui, Larry sait de qui je parle. Il était major à l'époque, et il est entré et a découvert qu'ils avaient une serviette qui n'était pas correctement pliée. Réfléchissez à ça. Il a soulevé le fait que l'un des cadets n'avait pas correctement plié sa serviette. Mais son message était le suivant. Messieurs, les détails comptent. Si vous ne prenez pas l'habitude de prêter attention aux détails, à la préparation et à bien faire les choses, alors, lorsque vous serez confronté à une situation réelle qui pourrait impliquer un combat, vous reviendrez à ce que l'on vous a appris à faire. Si l'on vous a appris à négliger les détails, vous allez en ignorer certains qui sont importants et vous risquez probablement d'y laisser votre vie. Je ne me contente pas de lancer des pics du genre « Oh, nous n'étions pas bons en chorégraphie ». Non, c'est symptomatique. Cela reflète un problème plus profond aux États-Unis. Nima, je voudrais ajouter que le général Bruce Clark a fini par bien savoir qui était le véritable héros de la défense américaine à Saint-Vith et de la résistance contre la contre-offensive allemande dans les Ardennes en 1944 et 1945. 3, en réalité, 2 armées blindées, une armée Panzergrenadier. Clark, lorsqu'il était général 4 étoiles, occupait le poste que nous appelons le commandant du commandement de l'armée continentale. Il avait l'habitude de se promener sur les bases militaires, et il lui arrivait de voir un lieutenant passer devant un mégot de cigarette, s'approcher du lieutenant et lui dire « Lieutenant, vous voyez ce mégot de cigarette là-bas? Je ne vois aucun soldat autour pour le ramasser. » Tu ferais mieux de te baisser et de le ramasser. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Mais si je dois le faire, tu vas te faire passer un savon comme jamais auparavant. Le moindre détail n'échappait jamais à l'attention du général Clark. Et c'est de ça que Larry parle. On ne fait plus ça aujourd'hui. Nos généraux ne se promènent même plus pour chercher des mégots de cigarettes. Je sais que ce n'est qu'une métaphore pour dire que nos généraux sont perdus dans la recherche d'un poste après leur retraite, 6 ou 7 chiffres, et qu'ils sont perdus dans la politique au sommet tout le reste du temps où ils portent l'uniforme. On n'a pas un seul général dans l'armée américaine, Nima, que je suivrai jusque dans des chiottes. Larry, tu n'as pas mentionné le cas du Venezuela. Qu'en penses-tu? Nous avons vu de nouvelles images montrant 2 chasseurs F-16 survolant directement l'USS Jason. Que se passe-t-il en mer des Caraïbes? Et que veulent-ils du Venezuela? Eh bien, séparons ce qu'on nous dit, mais posons aussi la question, est-ce vrai? Certains m'ont suggéré que ce que nous voyons était une image générée par l'IA. C'est possible. Mais c'est là que l'histoire ne tient pas debout. D'accord, donc c'est un de ces bateaux rapides, vous savez, avec 3 moteurs hors bord, et ils vont du Venezuela vers l'Amérique avec de la drogue. Comment allez-vous les ravitailler en carburant? Parce que ces moteurs hors bord ne tiendront pas longtemps. Ils peuvent probablement fonctionner pendant 1 heure, peut-être 2. Ils vont avoir besoin de plus de carburant. Eh bien, je n'ai pas vu de pétrolier, vous savez, un tanker flottant à proximité pour qu'ils puissent s'approcher et acheter de l'essence. Et ce n'est pas comme s'il y avait des stations-service flottantes dans les Caraïbes, ou dans le golfe du Mexique, ou le golfe d'Amérique. C'est le premier point. Deuxièmement, le but du trafic de drogue est de transporter des stupéfiants, des drogues.
Il y avait 11 personnes à bord du bateau. Il n'y avait pas de place pour la drogue. Et qualifier Maduro de grand chef de cartel, c'est tout simplement absurde. Écoutez, mon cabinet de conseil, Berg Associates. À notre apogée, nous étions 3 associés. Mes 2 autres partenaires. L'un avait été chef des opérations internationales pour la DEA et l'autre dirigeait des opérations d'infiltration contre le blanchiment d'argent à New York pour la DEA. Notre toute première affaire était celle du blanchiment d'argent russe à la Bank of New York. Nous avons donc travaillé sur des affaires de blanchiment d'argent et de trafic de drogue. Ce n'est pas ainsi que ces cartels opèrent, en remplissant un bateau de cette façon. Vous savez, c'était peut-être le cas dans les années 1980 avec Miami Vice, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais la question plus large, et celle qui me trouble profondément, c'est que cet acte, s'il a eu lieu, et si nous avons vraiment tué ces personnes, c'est un meurtre. C'est un crime. Écoutez, s'ils font vraiment du trafic de drogue et que vous repérez le bateau, la première chose à faire est d'essayer de l'arrêter et de monter à bord. Maintenant, s'ils commencent à vous tirer dessus, s'ils ouvrent le feu, d'accord, alors les règles d'engagement s'appliquent et vous pouvez riposter. Il serait alors approprié de riposter et de les tuer. Mais c'est pas ce qui s'est passé ici. Nous n'avons vu aucune preuve que ce bateau représentait une quelconque menace pour la vie d'un membre du personnel militaire américain ou des forces de l'ordre. Aucune, absolument aucune. Et pourtant, nous les avons tués en premier. Désolé. Vous savez, l'autre chose que j'ai faite au cours de 23 ans, c'était de rédiger des scénarios d'exercices antiterroristes pour le GSOC. Et je n'ai jamais vu, sur les 253 exercices auxquels j'ai participé à la conception et à l'exécution, une seule règle d'engagement, où la Delta Force, le SEAL Team 6 ou les 75e Rangers avaient l'autorisation de tirer sur des personnes non armées, des gens qui ne leur avaient pas tiré dessus. Les règles d'engagement étaient toujours assez strictes. Donc c'est comme dire qu'il est acceptable de les tuer simplement parce qu'on pense qu'ils sont mauvais. Toute cette histoire pue. Je pense que cela fait partie d'un ensemble plus large. Smaller, le renouvellement de la tentative ratée de Trump lors de son premier mandat de remplacer Nicolás Maduro par une révolution de couleur. Et c'est la prochaine tentative, le forcer à partir et prendre le contrôle du pétrole vénézuélien. Nima, permettez-moi d'ajouter que soit Larry a raison, et il s'agit d'une sorte de chimère visuelle. Chimère, peu importe comment on prononce ce mot. On m'a récemment corrigé sur la prononciation, qui a été fabriquée pour effrayer d'autres personnes susceptibles de contester ce que nous disons à propos du trafic de drogue et ainsi de suite. Soit, comme Larry l'a indiqué, c'est une violation totale et absolue du droit international, du droit national et des règles d'engagement auxquelles l'armée dans laquelle j'ai servi s'est toujours conformée. Il est inconcevable de penser qu'ils auraient pu faire quelque chose comme ce que montre cette vidéo, car c'est tellement illégal. Et en plus de tout cela, c'est profondément contraire à l'éthique et à la morale. Ce n'est pas conforme à la façon dont une armée devrait agir, et encore moins l'armée de l'Empire, l'armée américaine. Et je suis d'accord avec Larry sur le fait que la façon dont ils ont décrit tout cela, la peinture, les moteurs, la taille du bateau et le nombre de personnes à bord, ne correspondaient pas à un trafic de drogue. J'ai travaillé avec les Cubains dans le passage de la Mona, j'ai travaillé avec les gardes-côtes et l'armée américaine qui étaient là-bas, en liaison avec les Cubains. Et je ne sais pas si cela a miraculeusement changé, mais à l'époque, ils avaient vraiment, dans de nombreux cas, beaucoup de mal à attraper les bateaux qui transportaient réellement de la drogue, car il s'agissait de ces énormes bateaux très rapides, avec beaucoup de carburant, des cigarette boots comme on les appelait dans le jargon, qui filaient à 90 nœuds sur une mer relativement calme, et même à 60 ou 70 nœuds par mer force 3 ou force 4.
Donc ça ne correspond tout simplement pas à ce que nous avons vu. Et l'autre chose à laquelle nous avons été confrontés, ce sont ces sous-marins qui construisaient. C'étaient de petits sous-marins, il n'y avait qu'une ou deux personnes à bord, et le reste était de la cocaïne ou autre chose. Ils faisaient de la contrebande sous l'eau, si vous voulez, lorsqu'ils se déplaçaient, ce qui montrait leur peur à cette époque. Nous avions vraiment sévi à la fois du côté du Pacifique et du côté des Caraïbes, ce qu'on pourrait appeler le taux d'interception de 10 à 11% des États-Unis. Eh bien, devinez ce qui s'est passé quand nous avons fait cela d'ailleurs. Savez-vous où ils sont allés? Et l'un de mes marines a fait remarquer cela au commandant du commandement de l'Atlantique, à l'époque où il existait encore. Nous avions organisé un séminaire là-bas. Si vous faites cela, si vous fermez vraiment et prenez 10 à 11%, ce que nous n'avons jamais réussi à atteindre, ni du côté Atlantique, ni des Caraïbes, ni du Pacifique, ni du Golfe du Mexique, alors vous allez forcer le trafic à passer par la voie terrestre au Mexique. C'est ce qui s'est passé. Et nous avons complètement contaminé le Mexique. C'est ce qu'ils ont fait. Donc tout cet effort de guerre contre la drogue est une farce à bien des égards. Et c'est nous qui en faisons une farce. Ce n'est pas seulement ridicule, c'est incompréhensible que nous ayons fait cela, à moins que, comme l'a dit Larry, ce ne soit qu'une fausse vidéo destinée à effrayer les gens qui pourraient croire qu'elle est réelle. C'est la seule explication que je vois. Et il faut aussi reconnaître autre chose. Je ne connais pas très bien Trinidad, mais d'après ce que j'ai entendu de personnes qui s'y connaissent, et Larry, peut-être que tu peux commenter là-dessus, leur principale source de revenus, c'est la traite des êtres humains, pas le trafic de drogue. Donc si ces personnes, si ça s'est vraiment produit, aussi impensable que ce soit, si ces personnes ont été tuées et qu'il s'agissait de personnes victimes de la traite, bon sang, ce sont juste des innocents qui ont probablement payé 2500 $ américains pour monter sur ce bateau et faire un petit trajet vers un autre endroit où ils sont récupérés par d'autres personnes tout aussi impitoyables, emmenés vers le Darien Gap ou ailleurs, puis intégrés au flux de migrants du sud vers le nord. On tue ce genre de personnes. Eh bien, Bibi fait ça à Gaza tous les jours. 5 fois plus de personnes. Est-ce ainsi que nous allons faire la guerre à l'avenir? Ce n'est vraiment pas une bonne évolution. Larry, hier nous parlions, je parlais avec Richard Wolff et Michael Hudson, et Michael Hudson a évoqué une idée très intéressante à propos du bateau. Il a dit qu'il y avait peut-être des dossiers Epstein sur le bateau. Oui. Oui, encore une fois, on nous raconte une histoire. Et qu'est-ce que c'est? Nous sommes devenus, pour citer la chanson de Pink Floyd, nous sommes devenus confortablement engourdis face au gouvernement qui tue des gens. Rappelons-nous, si Trump l'a fait, s'ils ont vraiment tué ces personnes sur ce bateau, Trump n'est pas le premier. Barack Obama l'a fait à Anwar al-Awlaki, vous savez, un citoyen américain. Ils ont tué son fils aussi. Et c'était justifié. Or, on pense qu'ils sont une menace ou on n'aime pas ce qu'ils disent. Vous savez, ils ne pointaient pas une arme sur qui que ce soit et ils avaient posé aucune bombe. Mais encore une fois, est-ce qu'on va accepter que George W. Bush puisse le faire? Barack Obama puisse le faire? Donald Trump puisse le faire? Joe Biden puisse le faire? Vous savez, c'est normal. Et le Congrès reste les bras croisés et ne fait rien. Pour moi, c'est un usage illégal de la force. Nous avons eu, Nima, nous avons eu une discussion très révélatrice, et je pense que c'était à la fin de 2001, peut-être au début de 2002, c'était peut-être en janvier 2002, et presque tout le monde dans le complexe de la sécurité était impliqué, y compris de nombreux membres du renseignement et la direction de l'INR au département d'État. Et nous avons débattu précisément de ce sujet.
Et nous avons débattu du désir de Tenet, même à ce moment-là, nous n'étions pas encore sûrs de vouloir le faire, d'armer le Predator. Et maintenant, nous avons des Reapers, des Predators. Nous avons toutes sortes d'engins là-dehors, qui sont des tueurs silencieux et très létaux, très létaux. Certains d'entre nous avions prédit que nous en arriverions à un point où ces choses seraient si faciles à utiliser. Et dans le cas d'Obama, comme Larry l'a souligné, c'était tellement éloigné, pour ainsi dire, tellement loin, qu'ils allaient devenir l'arme de prédilection. Et ils allaient violer tout ce que la Constitution défend concernant l'usage de la force, qui l'autorise et qui ne l'autorise pas, et cela mènerait à des assassinats que probablement aucun d'entre nous, à terme, n'approuverait. Et je pense que c'est là où nous en sommes aujourd'hui, dans une certaine mesure. Et quand on a quelqu'un comme Hegseth, qui n'a aucune idée de ce dont je parle, mais qui a toutes les idées sur la virilité, le patriotisme, le christianisme et tout le reste de ce qu'il prône, on est doublement condamné. Et je pense que nous en sommes là. Larry C. Johnson a tenu une conférence de presse en Chine mardi soir, si je ne me trompe pas, pour parler des dernières nouvelles, des derniers développements concernant l'Ukraine. Qu'a-t-il dit à la presse? Quels étaient les principaux points qu'il cherchait à faire valoir? Eh bien, il a abordé plusieurs points. Il n'a rien dit de vraiment nouveau. Il a simplement réitéré ce qui a toujours été la position de la Russie. Il a reçu une question intéressante à propos, vous savez, de discuter avec Zelensky. Et donc, il a donné une explication très, et ce n'est pas une insulte, mais il a donné une explication très juridique sur les raisons pour lesquelles il est inutile de parler à Zelensky. Le premier point qu'il a soulevé, c'est, il a dit, écoutez, la constitution de l'Ukraine stipule que vous ne pouvez pas organiser d'élections en temps de guerre, et vous pouvez déclarer la loi martiale, dit-il. Mais la constitution ne dit pas qu'un président élu pour un mandat de 5 ans, à la fin de son mandat, peut continuer à exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il y ait des élections. Il dit que leur constitution ne dit pas cela. Ce que dit la constitution, enfin, c'était vraiment incroyable. Il est en train de donner cette explication. Il a dit que ce que leur constitution prévoit, c'est qu'à la fin du mandat du président, le pouvoir revient au président du Parlement. En gros, le président de la Rada, ou le chef de la législature. Et il dit, donc oui, je suis prêt à parler à Zelensky, mais à quoi bon? Parce qu'il n'est pas légalement le président. Son mandat a expiré, selon la constitution ukrainienne. C'était donc l'un des arguments qu'il a avancé. Il a aussi réagi au fait que Friedrich Merz les qualifiait de plus grands criminels de guerre de l'ère moderne. Et encore une fois, Poutine ne prend pas ce genre de choses personnellement, et il ne se sent pas obligé de répliquer. Mais il a ensuite donné une explication. Il dit, écoutez, nous étions l'un des 3 pays à avoir signé un accord en janvier 2014 pour régler la crise ukrainienne, alors que Yanukovych était président. Et il a dit, eh bien, que s'est-il passé? Le mois suivant, en février, il y a eu ce coup d'État sanglant qui a été lancé, qui a tué de nombreux Ukrainiens et a ensuite déclenché les événements qui ont mené à l'opération militaire spéciale. Donc, il dit que ces pays doivent être conscients qu'ils portent la responsabilité de cela, pas nous. Nous répondons et réagissons à ce qu'ils font. Et il a été très clair. Écoutez, nous aimerions régler cela pacifiquement, mais sinon, nous allons y mettre fin militairement. Point final. Donc, comme je l'ai dit, il ne créait pas de nouveauté en disant quelque chose qui n'avait jamais été dit auparavant. Mais il aidait simplement à clarifier que, oui, il pensait vraiment ce qu'il avait dit dans le passé. En utilisant la formulation « le plus grand criminel de guerre de la planète », ou peu importe la formulation exacte, réfléchissez-y un instant.
L'homme qui correspond à cette description, c'est Bibi Netanyahou. Exactement. Je veux dire, ce monde de double langage rendrait George Orwell fou s'il était encore parmi nous. Colonel, je ne sais pas si vous avez entendu que Tony Aguilar a été arrêté. Voici la vidéo de lui. Chaque Américain assis chez lui en ce moment doit réaliser que vous financez un génocide. Levez-vous, levez-vous Amérique, levez-vous. Il est temps de reprendre ce pays à ses politiciens corrompus. Il est temps, il est plus que temps. C'est Josie Nima, Joséphine Guilbeault, notre créole de Louisiane au sein de l'Eisenhower Media Network, et elle a été officier dans l'armée des États-Unis. Très courageuse, vraiment très courageuse, une femme très brave. Et voilà, c'est ainsi que nous traitons aujourd'hui les lanceurs d'alerte. J'ose dire qu'il n'y a pas un seul lanceur d'alerte potentiel au sein du gouvernement des États-Unis. Il doit y en avoir des milliers qui ne tremblent pas à l'idée de dénoncer quoi que ce soit. Et cela fait partie de leur objectif. Faire taire la dissidence en rendant très très clair que vous serez sévèrement punis si vous osez le faire. Pourquoi a-t-il été arrêté? Je n'avais pas entendu parler de ça. C'est une nouvelle pour moi. Il assistait à une audition au Congrès et il a été arrêté parce qu'il a accusé le Congrès de complicité dans le génocide à Gaza. Il était présent à l'audition. D'accord. Si ça ne s'est pas passé dans le bâtiment Dirksen, si le Command Chief Master Sergeant Dennis Fritz et moi n'avions pas été présents pour intervenir entre la police du Capitole et les Doctors Against Genocide lorsqu'ils sont entrés pour la première fois dans le bâtiment afin de rencontrer des membres du Congrès et de leur parler du génocide. Il s'agissait de médecins et d'infirmiers. La police du Capitole avait déjà sorti ses menottes en plastique et s'apprêtait à les arrêter. Nous sommes intervenus et nous les avons rapidement accompagnés dans les bureaux des membres du Congrès que nous devions rencontrer, les mettant ainsi à l'abri des projecteurs. Ensuite, nous avons envoyé des courriels assez virulents au conseiller juridique général ainsi qu'au chef de la police du Capitole. Nous avons reçu des excuses en retour. Mais c'est ce que nous faisons maintenant. S'il n'y a personne sur place qui connaît un peu le système, nous le remettons en question. Israël veut s'emparer de 83% ou 88% de la Cisjordanie, Larry. Et même les Émirats arabes unis ont déclaré « Vous n'allez pas faire ça, car dans le cas des accords d'Abraham, ils ne l'accepteront pas. Les accords d'Abraham seraient tout simplement retirés si vous faites cela. » Je me demande s'ils continuent à discuter en coulisses des accords d'Abraham et que nous n'en sommes tout simplement pas informés. Ça, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que les extrémistes sionistes, les colons, sont déterminés à affronter et à s'emparer de la Cisjordanie. Et Trump joue le jeu. Le fait qu'ils aient interdit à tous les Palestiniens, pas seulement à l'autorité palestinienne, l'accès aux États-Unis, ils les ont, vous savez, tous rendus persona non grata, en quelque sorte. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Et les tueries continuent sans fin. Donc vous savez, quand j'entends quelqu'un des Émirats arabes unis ou de la Jordanie, vous savez, en réalité, il y a des choses que certains pays, il y a des choses que l'Inde, la Russie et la Chine, par exemple, pourraient faire, et qui, selon moi, accéléreraient la fin de la campagne sioniste. Et ce serait d'imposer un embargo complet et total. Plus aucun commerce avec Israël, plus aucune importation, ni exportation. Les isoler complètement. Mais personne ne le fait. Le seul pays qui fait réellement quelque chose de concret pour essayer d'arrêter Israël, ce sont les Houthis au Yémen. Les seuls. Tous les autres ne font que parler, mais n'agissent pas.
Everybody else is just, they talk a good game but do nothing. D'après ce que j'ai entendu sur les accords d'Abraham, Nima et Larry l'a peut-être entendu aussi, c'est que la personne qui les maintient en vie, pour ainsi dire, parce que tout le monde sait qui le soutient, c'est Jared Kushner. Yeah, yeah. Oui, oui. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la cession du gouvernement libanais. Ils essayaient de discuter du désarmement du Hezbollah. Et la session a été interrompue parce que les membres du Hezbollah, ainsi que d'autres membres proches du Hezbollah, Amal, tous les 4 ministres d'Amal et du Hezbollah, ont quitté la salle et ont fait échouer la session. Il n'y a pas de... C'est une sorte de Larry. C'est quand même incroyable. Colonel, je m'adresse à vous. C'est quand même incroyable pour moi qu'il n'y ait aucune solution de la part des États-Unis. Tout ce qu'ils font là-bas, même avec une politique qui force ces gens, ils n'obtiendront rien de ce qui se passe au Liban. Mais ils s'obstinent dans cette politique vouée à l'échec. Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir du Liban? Ils savent que même sans aller aussi loin contre le Hezbollah, ils connaissent déjà le résultat que cela donnerait. Eh bien, tu sais quelle est mon interprétation générale de toute cette affaire? Elle est contraire à ce que John Mearsheimer et Stephen Walt ont dit, même si je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce qu'ils avancent en surface. Et je ne veux pas dire que ce n'est pas important. C'est important qu'Israël achète notre Congrès. Mais la véritable raison pour laquelle les choses se passent ainsi, c'est à cause des néoconservateurs, des mondialistes, comme les appelle Doug McGregor, et d'autres oligarques dans l'ombre, qui veulent ce qui se passe au Levant. Ils veulent le chaos là-bas. Ils veulent le chaos ultime si nécessaire pour faire tomber le régime de Téhéran, par exemple. C'est en quelque sorte un travail inachevé. Et peut-être qu'ils veulent même aller plus loin que ça. Pense aux Britanniques, par exemple. On pourrait gouverner toute la région si on achetait les rois et les reines. Eh bien maintenant, vous tuez les rois et les reines. C'est de cela qu'il s'agit. Ils font notre sale boulot au Levant, et notre sale boulot est tout aussi peu stratégique, stupide, ignorant, mal exécuté et mal conçu que tout le reste de ce que nous faisons. Seulement, dans cette région, un peu comme en Ukraine, mais je pense à un degré encore plus horrible, nous tuons beaucoup de gens. Mais cela ne nous importe pas. Lindsey Graham en est un parfait exemple. S'il ne le faisait pas, il faudrait que nous soyons là pour le faire. C'est presque une citation directe de Lindsey sur le parquet du Sénat. Nous aimons maintenant que d'autres fassent le sale boulot à notre place. En partie parce que nous ne pouvons plus le faire nous-mêmes, nos forces armées sont brisées, mais aussi parce que cela permet vraiment d'économiser des efforts, de l'argent et du sang. Ce qui peut parfois vous hanter en tant qu'homme politique si vous l'épuisez trop vite. L'un des pays dont nous n'avons pas parlé lors du sommet est l'Iran. Et en regardant les médias iraniens et ce qui se passe à l'intérieur du pays, on peut voir comment l'opinion publique, ainsi que les principaux décideurs en Iran, s'orientent vers l'Est. Cela m'étonne, même avec l'administration précédente. Ces personnes qui étaient si désireuses d'entretenir de meilleures relations avec les États-Unis, elles abandonnent tout simplement cet état d'esprit. Leur politique, leur façon de penser les États-Unis. Comment voyez-vous la politique iranienne? Pensez-vous qu'après tout cela, ces personnes l'emporteront, parviendront à convaincre le gouvernement, l'ensemble de l'Iran, de s'orienter complètement vers l'Est? Eh bien, je pense que l'Iran, d'un simple point de vue de survie, considère que développer des relations avec la Russie et la Chine est essentiel pour relancer et maintenir son économie. C'est un changement complet par rapport à il y a 10 ans. En 2015, la Chine et la Russie étaient toutes deux prêtes à s'associer à l'Occident pour imposer des sanctions à l'Iran dans le cadre du JCPOA. Aujourd'hui,
Vous avez sans doute remarqué, il y a seulement 2 ou 3 jours, qu'un membre du Parlement iranien a attaqué verbalement la Russie, l'accusant d'avoir soutenu Israël lors des attaques. Et là, les Russes étaient furieux. And man, the Russians were furious. He was not legislator, Larry. Just Well, put it. Il n'était pas législateur, Larry, juste pour clarifier. One of the councils. Qu'était-il alors? Oui, il faisait partie de l'un des conseils en Iran. Ce n'est pas un législateur. Il était proche de ceux qui cherchent à améliorer les relations avec l'Occident. Il pensait qu'en avançant ce genre d'arguments, ils essayaient de détourner l'attention de ce qui se passe réellement. They do something, some distraction from what's going on. Yeah. Go ahead and Well, yeah, but the Russians pushed back. Allez-y. Pezeshkian- Mais les Russes ont réagi très fermement, et Pojetkin a dit quelque chose comme « on va s'occuper de ce type ». Mais si vous observez Pojetkin, il était au premier plan lors de l'Organisation de coopération de Shanghai. Vous savez, il était bien au centre de la deuxième rangée. Ils ne l'ont pas relégué à la périphérie. Donc ils reconnaissent l'Iran. Je pense que l'Iran a fini par comprendre que son ancien désir, le désir passé de certains Iraniens, d'entretenir une relation plus étroite avec l'Occident, est désormais remplacé par la reconnaissance que l'avenir se trouve à l'Est. The future is with the East. The future is with BRICS. The future lies with Russia. L'avenir appartient aux BRICS. L'avenir est du côté de la Russie, de la Chine, de l'Inde. Et vous savez, l'Occident va continuer à tout faire pour tenter de perturber et de détruire l'Iran. J'ai vu que l'Iran avait déposé une plainte auprès des Nations Unies concernant une récente attaque terroriste qui a eu lieu en Iran, provenant du Baloutchistan. Et je vous garantis que la CIA était derrière cela, en finançant l'opération. Donc, je pense que l'Iran s'éloigne progressivement de son obsession d'entretenir une relation plus étroite avec l'Occident. Je pense qu'il se rend compte désormais que ce n'est pas une option viable. That's not a viable option. I agree with Larry. Let me just say that to me, this is Je suis d'accord avec Larry. Mais permettez-moi de dire que pour moi, c'est une indication colossale de notre stupidité. Les Iraniens, et tu le sais, Nima, les Iraniens ont toléré le renversement de Mossadegh. Ils ont toléré après cela les 25 ou 26 années du règne du Shah à la Savak et tout ce que cela signifiait. Ils ont toléré toutes sortes de perfidies israéliennes. Après la coopération israélienne, par exemple, pendant la guerre Iran-Irak des deux côtés. Et il en va de même pour nous. Ils ont toléré tout cela jusqu'à aujourd'hui, où, comme l'a dit Larry, cela disparaît, qu'ils aiment les États-Unis. Je veux dire, à travers tout cela, ils ont formé une population qui favorisait les États-Unis, qui favorisait l'Occident. Repensez, si vous le voulez bien, à l'époque où nous disions et faisions réellement ce que nous pensions en matière d'anticolonialisme, et ainsi de suite. Nous avons détruit cela. Nous avons détruit cela. Nous les avons poussés tout aussi sûrement que nous avons poussé la Russie à s'allier avec la Chine et finalement l'Inde. Nous avons poussé l'Iran à faire de même. Je ne pense pas qu'il reste beaucoup d'Iraniens aujourd'hui qui aient une opinion positive des États-Unis d'Amérique. Et c'est une véritable tragédie, car ils faisaient partie des rares peuples de cette région à en avoir une. Et cela malgré tout ce que nous avons fait contre eux pour détruire cela. Mais maintenant, je pense que c'est fini, que c'est détruit. Je pense que Larry a raison. Il détourne le regard. Et traditionnellement, tu le sais, Nima, historiquement, on toujours craint les Russes. Et les Chinois étaient trop éloignés et trop insignifiants à cette époque pour qu'ils éprouvent de réels sentiments à leur égard. Maintenant, ils sont dans leurs bras. Je veux dire, ils étaient très présents là-bas, comme Larry l'a dit, au sommet de l'OCS. Et je suis sûr qu'ils seront présents au suivant. Et nous les avons perdus. Nous avons perdu ce potentiel. Et j'attribue tout cela à la stratégie du clean break, pas tant aux mondialistes qu'aux néoconservateurs, et aux néoconservateurs qui veulent toujours le renversement du régime à Téhéran, où ils seront profondément en colère. Cela doit arriver. Cela doit arriver. Et ils sont alliés, comme je l'ai déjà dit, à plus de 50 millions de chrétiens dispensationalistes, fondamentalistes,
qui croient que c'est nécessaire pour achever la destruction du Levant afin que Jésus puisse redescendre. So Jesus can come down again. Yeah. Larry, the case of Europe before wrapping up, Larry, I want to talk about Avant de is conclure, je voudrais parler du cas de l'Europe. because Europe is C'est un peu compliqué parce que l'Europe doit gérer le conflit en Ukraine et elle a beaucoup sacrifié pendant la guerre. Il y a aussi l'immigration et tous ces problèmes qui arrivent en Europe. Mais on voit que Elon Musk essaie d'une certaine manière de présenter l'Europe comme étant violée et tout ce genre de rhétorique. Voici une statistique provenant de Londres. L'une des principales questions soulevées concerne l'affirmation selon laquelle des violeurs viendraient à Londres. Mais la statistique est en fait assez frappante. Elle montre que 88% des violeurs britanniques sont blancs, alors que 82% de la population britannique est blanche. Donc, sur 82% de la population, 88% ont commis ces crimes. Et si l'on regarde les communautés asiatiques, qui incluent des personnes d'Inde, de Palestine, du Bangladesh, de Chine, Palestine, Bangladesh, China, and other countries. Right. 7%. It's 2022. 7%. Nous sommes en 2022. Et après cela, vous savez, c'est une sorte de discours de haine, une façon de mettre tout le monde dans le même sac. C'est incroyable ce qui se passe en Europe. It's unbelievable what's going on in Europe. Well, facts are funny things. Eh bien, les faits sont des choses étranges. Vous savez, on lance un récit, et puis comment osez-vous introduire des faits et de vraies statistiques? Donc, encore une fois, j'ai observé, je suis désolé, je suis surpris, ou je ne devrais pas dire agréablement, mais je n'avais pas vu ces statistiques. J'avais entendu le récit sur ces gangs pakistanais violant toutes ces filles, et que c'était l'activité principale et dominante en ce moment. Primary activity going on right now. Then, wait, 80, Alors attendez, 88%, vous savez, ce sont essentiellement les Anglais, les natifs, vous voyez. C'est pas du tout des étrangers. Voilà, donc, il suffit de ruiner un récit parfaitement construit, avec des faits. Et on a vu la même chose à propos de l'Iran. On nous dit, oh, l'Iran est le premier sponsor du terrorisme dans le monde. Absolument faux. Le Hamas serait cette immense organisation terroriste, vous voyez. En 25 ans, les Palestiniens, ce n'était pas seulement le Hamas. Les Palestiniens ont été tenus pour responsables d'environ 1500 morts israéliennes sur une période de 25 ans. Bon sang, c'est à peine une journée pour les forces d'occupation israéliennes qui tuent des gens à Gaza. That's just one day for the Israeli occupation forces killing people in Gaza. So, yeah, like I said, these facts start weighing in. Donc, comme je l'ai dit, ces faits commencent à peser. L'Europe traverse une crise économique, et elle est aussi en crise politique. Et la crise politique, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de parti majoritaire. Tout ce qu'on a, ce sont des fragments, des segments. Et donc, on se retrouve avec un gouvernement minoritaire qui doit aller chercher d'autres, soi-disant alliés, et il faut faire des concessions, il faut renoncer à ses principes à ce stade. Mais le fait est que tous ces pays européens, sans exception, n'ont pas de majorité forte, comme c'était le cas il y a 20 ans. On pouvait au moins dire que le Parti travailliste était leader dominant au Royaume-Uni. Mais regardez maintenant ce qui se passe avec les travaillistes. Et en seulement 1 an, 2 ans, ils sont tellement tombés en disgrâce que le parti de Nigel Farage est monté en tête. Et donc, au milieu de tout cela, leurs économies sont endettées au-delà du raisonnable. L'Angleterre a une dette équivalente à 100% de son PIB. La France est à environ 110%. On affirme que le gouvernement va s'effondrer dimanche ou lundi en France, plongé dans le chaos politique et économique. L'Allemagne, leur ratio dette-PIB est maintenant d'environ 70%, 69%, mais il était de 50% il y a 3 ans. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à mesure que leurs économies s'effondrent, ils doivent aller emprunter encore plus d'argent. Et ils sont aussi en récession. Donc aucun d'eux ne se porte bien économiquement. Et pourtant, que font-ils tous? Donnons des milliards de dollars à l'Ukraine.
let's give billions of dollars to Ukraine. I mean, Je veux dire 5% du PIB. Defense. yeah, it's just Oui, c'est juste complètement irrationnel. Donc vous savez, je pense que ça ne peut se terminer que par, vous savez, un accident de voiture, une implosion d'une sorte ou d'une autre. an implosion of some sort. Nima, another side of this, I got really. Nima, il y a un autre aspect de tout cela. J'en ai eu une introduction vraiment brutale hier. Tu as peut-être vu, c'était dit sur Al Jazeera. Ils ont fait une vidéo vraiment percutante d'environ 45 minutes sur Mahmoud Abbas allant à Genève avec l'Assemblée générale de l'ONU là-bas, présentant sa lettre, obtenant une force de paix et l'envoyant à Gaza sous les règles du chapitre 7. En d'autres termes, des règles d'engagement qui autorisent à tirer. Et cette femme est intervenue, et elle a avancé un très bon argument pour expliquer pourquoi cela ne fonctionnerait pas. Parce que Mahmoud Abbas, et j'admets que c'est vrai, est un escroc, un vieil homme sale, etc., et qu'il ne s'intéresse pas aux Palestiniens, seulement à ses propres intérêts. Et n'importe quel casque bleu envoyé, les Français, les Allemands, les Britanniques, les Américains, ou peu importe, seraient tellement coloniaux que cela ne ferait aider Netanyahou mieux que sa propre stratégie. Mais cela reviendrait au même au final. Et la seule chose que j'ai pu lui répondre, c'est « Tu sais, tu n'as pas tort. Mais si c'était des troupes chinoises, peut-être des troupes indiennes, peut-être des troupes turques comme nous en avions en Somalie. Sevik Bir était notre commandant en Somalie. C'était un type plutôt bien avec de bonnes troupes. Ce serait peut-être différent parce qu'il ne tolérerait pas ce genre de choses. Il mettrait fin aux tueries et s'assurerait que les Gazaouis soient nourris et de l'eau, etc. Mais cela montre bien l'angoisse et la colère qui existent envers l'Europe, car c'est à elle qu'elle s'adressait vraiment. Ce seraient les véritables forces de maintien de la paix, les Français, les Allemands, les Britanniques, et ainsi de suite. Et ce serait terrible, disait-elle. Et j'admets que ce le serait probablement. Ce le serait probablement, car tout ce que nous ferions serait de donner une apparence de gentillesse et d'humanitarisme à ce qui, au final, serait la même chose, l'extinction de l'État palestinien. Elle avait raison, mais je pense aussi que j'avais raison. Si l'on envoyait d'autres forces de maintien de la paix issues de ce nouveau monde en deuil, la situation pourrait être totalement différente. Et je parie 10 centimes que les FDI ne tireraient pas une seule balle sur un bataillon chinois. Merci beaucoup, Colonel et Larry, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Bonne façon de terminer la semaine. Oui, lumineux et ensoleillé. Yeah. Great. Superbe chemise. Très bien, messieurs. Bye bye. Take care. Take care. Bye bye. Au revoir. Prends soin de toi.